Alors je suis tombé sur des statistiques assez intéressantes pour l'SP500. Donc c'est une étude qui porte depuis 1950 jusqu'à 2020, donc ça prend 70 ans en compte. C'est une étude qui porte statistiques sur le SP500. C'est sûr qu'il faudrait checker avec le Dow Jones. Le Dow Jones remontant à 1896, donc on pourrait avoir 130 ans, 135 ans au lieu de 70, ça serait quasiment le double de data. Attendant, cette étude en fait analyse qu'est-ce qui se passe l'année suivante d'une année où le SP500 gagne plus de 20%. Actuellement, au jour où je vous fais cette vidéo, le SP500 gagne 25%. Donc s'il ne se pète pas la gueule d'ici la fin de l'année, on va enregistrer une nouvelle année à plus de 20%. Comme vous pouvez voir, ça n'arrive pas tant que ça sur 70 ans. C'est arrivé que 20 fois environ. Donc environ 25% des cas de figure avec plus de 20% par an. Et l'année suivante, ils ont étudié dans cette étude le return, le rendement du SP500. Et donc on s'aperçoit que de manière hallucinante, il y a 84% d'années positives avec une rentabilité de 11 et 12%, rentabilité à moyenne 11%, la rentabilité médiane 12,8%. Et ce qui est assez intéressant, c'est quand on compare cette rentabilité l'année suivante d'une performance supérieure à 20%, avec la rentabilité médiane et moyenne pour le SP500 en prenant en compte les 50 ans qui sont pas au-dessus de 20%, et on s'aperçoit que la rentabilité ici est inférieure. C'est-à-dire que non seulement il y a 84% de chances que l'année prochaine soit en hausse, mais en plus il y a une probabilité supérieure que ce soit en hausse par rapport aux hausses moyennes du marché sur 70 ans. Donc on a un biais extrêmement positif et favorable, ça s'appelle l'effet momentum, c'est assez puissant. Donc je ne sais pas à quoi va ressembler 2022. Moi, mon point de vue, ça devrait être très négatif. Donc quand je vois cette étude, ça va complètement à l'envers de mes anticipations personnelles. Mais cela dit, je reste assez souple en ce qui me concerne pour les anticipations parce qu'on est quand même dans une situation monétaire bizarroïde. Donc on ne sait pas si les marchés financiers vont servir d'échappatoire par rapport à la situation monétaire et sur les taux. En tous les cas, donc ce qu'on peut voir, c'est sur un graphique sur un siècle, c'est les différents forward PE. Donc en fait, c'est les bénéfices futurs attendus et non pas les bénéfices passés rapportés au prix, à la valeur du SP500 sur un siècle. Et donc la courbe rouge fait 20 fois les bénéfices futurs. Donc on voit que même en 1929, on se contente de faire 20 fois les bénéfices futurs. La plupart du temps, dans le passé, on ne s'est pas trop écarté. Et moi, le passé n'est pas représentatif de ce qu'on connaît depuis quelques années. C'est que la valeur des taux réels a fondamentalement chuté, ce qui fait que les actions sont beaucoup plus compétitives aujourd'hui par rapport aux taux qu'elles ne l'étaient pendant toute cette période. On voit qu'en l'an 2000, on s'échappe largement au-dessus de 20 fois le forward PE pendant la bulle Internet avant qu'elle crache. Et puis on retourne dessous jusqu'au démarrage des conneries de quantitative easing des banques centrales, et là les marchés, donc les taux sont éclatés, et là les actions s'envolent et valent beaucoup plus cher qu'un forward PE à 20. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que les politiques monétaires et banques centrales continuent dans le délire, et ben les marchés vont continuer à côté, donc pourquoi pas finalement faire de la hausse, comme ce graphique nous le suggère. Par contre, si les banques centrales commencent à toucher au taux, ça va être beaucoup plus compliqué. Les actions normalement devraient réintégrer les normes de valorisation qui sont en cours depuis plus d'un siècle. Et donc là, on va se taper une année baissière. Je sais foutrement rien de ce que va décider les banques centrales, c'est une décision politique et non pas de marché. Ensuite, ce que j'ai comme graphique qui me laisse penser que peut-être qu'effectivement on va avoir de la hausse, c'est les liquidités présentes dans les compagnies américaines. Se sont actuellement cumulées, elles ont 7000 milliards de cash, donc c'est énorme. Elles ont accumulé un patrimoine de guerre assez énorme. Je vous rappelle que le premier acheteur en bourse, c'est les buybacks, c'est donc les entreprises qui achètent leurs propres actions. Donc le fait de savoir qu'il y a un tel montant de réserve de cash, c'est pas très baissier, ça va être compliqué de baisser. Donc ça c'est le graphique sur 60 ans, 70 ans des taux, donc les taux moins l'inflation. Donc on voit qu'on est au plus bas, qu'on est largement négatif, donc effectivement ça aussi, tant que la Fed ne résout pas cette situation, les actions vont continuer à s'envoler, et peu importe les valorisations. Et enfin,
Je voulais vous montrer ce graphique parce que souvent on entend oh là là c'est à cause des FANG, ça représente maintenant 20% du SP500 ou je sais pas trop quoi. Les 5 premières actions les plus grosses du SP500 elles représentent 24%, un truc comme ça. Oh là là c'est jamais arrivé. Si c'est déjà arrivé en 1965, en 1964 on était au-dessus. On commence à s'approcher de cette période. Il y a très régulièrement sur les statistiques des précédents. C'est juste que les gens ne remontent pas assez en arrière pour voir et donc ils s'inventent tout, ils se font tous un film. Il y a très peu de cas rares en ce moment qui sont nouveaux par rapport à un siècle. Ça commence tout juste avec l'excès. Je pense que si on fait encore un mois de hausse en décembre, on va commencer à toucher des territoires inconnus. Mais pour l'instant, tous les indicateurs sont certes tendus, mais il y a déjà des occurrences dans le passé. Donc il faut bien avoir conscience que c'est pas si extrême que ça, cette situation actuelle. Enfin, pour finir, un indicateur qui est employé par tout le monde, surtout dans les médias, le Warren Buffett indicateur, qui compare en fait le GDP, le PIB américain, à la capitalisation américaine, le tout ajusté de l'inflation. Donc on voit qu'ici on fait 2,5 fois la taille du PIB en termes de valorisation sur les indices. Là, on était monté à 2 fois pendant la bulle Internet et à 1,32 fois le pic de 1974 avant la baisse. Alors moi cet indicateur, j'y crois pas du tout. Je sais qu'il est très populaire, mais il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'en fait pour que ça puisse fonctionner un indicateur comme ça, pour qu'il soit pertinent, de mon point de vue, il faudrait qu'on ait tout simplement la ventilation du nombre de sociétés cotées, donc le chiffre d'affaires qu'elles réalisent par rapport aux sociétés qui sont non cotées et leur chiffre d'affaires, et il faudrait l'ajuster dans le temps parce que c'est bien beau, mais si, je sais pas, moi en l'an 2000, je sais pas, dans l'économie, il y avait 60% de sociétés cotées et 40% de sociétés non cotées, alors ça se ventile pas du tout si aujourd'hui, je sais pas, on a 80% de sociétés cotées et 20% de non cotées. Cet indicateur, pour moi, je le comprends pas en fait, je vois pas l'intérêt du message, je comprends pas le message, non, en l'occurrence là, ces gens-là, au moins ce qu'ils font, c'est qu'ils ajustent avec l'inflation, parce qu'il y a aussi des mecs qui font sans l'inflation, donc là c'est encore plus aucun sens. Mais je continue de ne pas voir le sens premier, pour moi il est complètement... tout dépend de la quantité d'IPO qu'on met en bourse, donc le nombre d'entreprises qu'on introduit en bourse par rapport à la croissance de l'économie globale américaine, donc ça m'intéresse pas, pour moi l'information je la prends pas de celui-là, même s'il indique un extrême, on n'en sait foutrement rien en fait, ça n'a aucun rapport avec la réalité. Voilà, mais donc les indicateurs long terme sont... 2022 va être très curieux. Pour moi, ce sera une crise monétaire. J'ai aucune idée de comment les marchés actions vont réagir par rapport à cette crise monétaire. Mais ça sera probablement extrême. C'est-à-dire, soit ça sert de compensation et on s'envole, ou soit la politique monétaire se normalise, notamment par rapport à l'inflation. Et alors, les actions vont s'écrouler. Ou alors, il y a une dernière possibilité. Et cette possibilité, c'est que la Fed gère la situation macroéconomique actuelle et notamment la poussée d'inflation via la hausse du dollar qui serait assez déflationniste. Moi, c'est mon scénario depuis un an. Donc ça, c'est le dollar index, donc qui est monté de 90 à 96. Donc on bourre, l'euro se pète la gueule. Comme on peut voir ici, là, on est passé de 1,24, 1,23 et quelques à 1,13 aujourd'hui. Donc on a fini par décrocher... moi, cette zone, comme je le disais dans mes précédentes vidéos sur l'euro, c'est cette zone-là qu'il fallait pour moi se dégager vers le bas. C'était mon pari, 500 000 $, hein, c'est officiel, vous le savez tous. Donc là, ça va, à mon avis, on a cassé par le bas. Et le dollar index monte. Donc le dollar index, c'est un panier contre 8 principales currencies. Donc on n'est plus avec la problématique euro-dollar et tout le bazar. On est vraiment dans une logique de hausse du dollar mondial. Je pense, je spécule que la Fed, puisqu'elle ne veut pas toucher au taux, manifestement, elle ne veut pas les monter. Elle nous raconte que, mais elle n'a pas du tout l'intention pour l'instant de monter les taux. Donc je pense que le dollar doit monter, au moins pour calmer la poussée d'inflation. Il ne voit pas d'autre solution possible. Donc pour moi, je pense qu'on doit remonter à 100 pour l'euro-dollar, pour le dollar index au minimum. Donc qu'on remonte ici, là, qu'on vient de faire en fait qu'on vient de chercher ce point-là en haut, là, 102, 103. Je pense que ça, c'est à peu près inévitable. Ça permettrait quand même sérieusement de calmer l'inflation et ça permettrait également de calmer la hausse des indices boursiers. Alors si on casse, hein, si on part à 105 ou 110, évidemment, les actions américaines ne vont pas trop aimer et l'inflation non plus. Donc de mon point de vue, ce serait une des solutions possibles, un petit peu de hausse de taux et puis une hausse de dollar d'encore de 5 à 10%. Mais ça, je suis pas dans le... J'ai aucun pote à la Fed, donc j'en sais foutrement rien.
En tout cas, c'est là-dessus que je compte. Et si les taux remontent, je pense que de toute façon, le dollar continuera sa montée, puisque des taux sont toujours favorables à une devise, des taux qui montent. Et comme en face, en Europe, ils sont complètement coincés en face et qu'ils peuvent rien faire, je remonte si l'Europe ne monte pas ses taux, alors que l'inflation continue à monter et que la Fed commence à bouger à la hausse les taux, l'euro, c'est... l'euro va peut-être faire un nouveau plus bas, justement casser cette droite que je vais tracer ici. Je sais pas, peut-être qu'on ira à parité contre l'euro-dollar comme au début des années 2000 ici. Que sais-je. En tous les cas, moi l'euro c'est pas ma tasse de thé, hein, vous le savez depuis un an. Et je pense aussi que cette situation qui est plutôt rare va faire que l'or et le dollar vont monter ensemble en fait de concert. Ce qui est plutôt, ça arrive pas tous les 4 du mois, mais donc voilà, c'est un peu ça mes anticipations pour 2022. En tous les cas, je vous rappelle le chiffre assez hallucinant de 84% de probabilité de hausse pour l'année prochaine. Pour le SP500, si on parvient à clôturer au-dessus de 20% cette année, c'est-à-dire on est 5% au-dessus de 20% actuellement, donc on peut se permettre encore une baisse de 5% et déclencher un signal comme ça. 84%, c'est assez rare comme phénomène.